Ok. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Anka. Je serai votre hôte pour 8 heures. Tu m'entends pas? Allô? Allô, Anka? Oui? Ah, ça va, on t'entend. Ok. Alors, comme je disais, je serai votre hôte pour 8 mercredis de 7h à 8h pour la version en français. Ce soir, on va commencer avec je vais essayer de vous initier. Anka, on t'entend pas du tout. Oui, le problème, c'est que moi, je suis dans la voiture et je suis connectée à l'Internet de mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez? On ne t'entend pas du tout, Anka. Allô, tu nous entends, Anka? Oui, moi, je vous entends. Moi, je vous entends très bien. Anka, je te dirai quand on va te recevoir comme il faut. En attendant, on va se faire des présentations les uns les autres, parce que je vois que les gens qui n'étaient pas encore là, ils sont déjà connectés. On va Manuela, si tu peux te présenter en cas de trouver la place où il y a plus de connectivité. Manuela, tu nous entends? Ou on commence par Evelyne. C'est quoi ton mot de passe? J'ai 55 ans, j'habite à Verviers et je suis assistante logistique. Mais au pays, j'ai fait la comptabilité comme formation et j'ai travaillé pendant 7 ans comme comptable. Voilà. Ok, super. Arlette? Can I say in English? Yes, sure. Okay. Sure. My name is Arlette Dos Santos. I'm 35 years old. I live in Luxembourg. I don't know what else I say. This is great if you live in Luxembourg, because like this, you'll have access to the job opportunities directly. So you'll be on the place to go to hunt Anka, them directly. Anka, can you hear us? Anka, can you hear us? So. Allô, Anka, est-ce que tu nous entends? Oui. On t'avait complètement perdu, donc tout ce que tu as dit avant, on ne t'a pas entendu. Alors. Donc, Anka, si tu m'entends, on avait commencé à se présenter. Et si... Allô? Oui, je t'entends. Oui, on avait commencé à se présenter. Toi, on t'avait perdu en quelque sorte. Et donc, je propose qu'on continue à se présenter jusqu'à la fin. Et donc, c'est Arlette qui était en train de se présenter. So, Arlette, can you please go ahead? I don't know what else to say. Sorry. So you finished. So, okay, thank you so much. So, Libala, can you present yourself, please? Oui, bonjour, moi c'est Nicolas, j'habite à Paris. J'ai fait du droit, j'ai fait de la finance et je m'intéresse profondément au KYC. J'ai déjà une petite expérience en conformité dans la sécurité financière, la sécurité des transactions financières. Et voilà, je prends ce programme à cœur pour donner une autre orientation à mon parcours professionnel. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et Marie-Paul? Bonsoir, je m'appelle aussi Marie-Paul. Je suis en Belgique étant étudiante. Je cherche de l'emploi. Je fais la comptabilité. Je suis étudiante en comptabilité. Merci. Ok, merci beaucoup. Et Gilbert? Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Gilbert. J'ai un background en logistique et approvisionnement, en gestion de projet, également en finance. Voilà, je suis nouveau ici. Je suis canadien. Voilà, je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Ok, super. Il y a qui encore? Ah, les autres personnes ne sont pas connectées. Je ne sais pas ce que c'est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui ne s'est pas encore présenté? Marie-Louise. Ah, Marie-Louise. Je Oui. l'offre. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Bonsoir. Marie-Louise. Je suis ici à Bruxelles. J'ai un diplôme en secrétariat. Et puis, j'ai aussi, je travaille un peu aussi dans la finance en tant que conseiller. Et voilà. Ça fait pas longtemps. Et donc, ce cours va m'apporter plus, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Liliane? Tu peux te Bonsoir à présenter? tous. Oui, bonsoir à tous. Je suis Liliane Ouassé. J'habite au Luxembourg et je suis comptable. J'aimerais bien me spécialiser dans la conformité, dans la compliance et chercher une opportunité à la fois dans ce secteur. C'est pour ça que je suis ces cours. Je suis venue sur ces cours. Merci. Super. Et Ingabire? Bonjour, je m'appelle Ingabire Angélique. J'ai fait la comptabilité, j'habite en Belgique. Je suis intéressée de faire ce cours, ça va m'enrichir mon savoir-faire. Merci. Ok, thank you so much. Je pense qu'il y a personne d'autre qui ne s'est pas présenté. Bonsoir. Moi, Peut-être. je ne me suis pas présentée. Ah oui, Moi d'accord. aussi. Oui, allez-y, Manuela. Moi, je suis Manuela Angonefa, je suis camerounaise, je réside au Luxembourg, je suis à la base ingénieure en génie civil. J'ai également un diplôme d'ingénieur en énergie renouvelable et je m'intéresse à la compliance je voudrais faire un peu comme une reconversion académique. Donc, je suis là, j'espère que ça va me servir. Absolument. Merci beaucoup. Rarissa, tu t'es présentée, je pense. Oui, bonsoir tout le monde. Je me suis présentée la dernière fois. Je suis Larissa, juriste de formation. J'habite à Metz, en France. Et j'aimerais tout simplement étendre mes compétences en suivant ce cours de compliance et KYC. Merci. Super, merci beaucoup. Anka, tu peux reprendre l'antenne. Alors, bonsoir tout le monde. Désolée pour les problèmes techniques d'il y a quelques minutes. Alors, ce soir, on va commencer. Je vais vous faire une petite introduction sur le métier de compliance officer. Je dois vous dire quelque chose qui est très important, c'est que vous allez recevoir l'enregistrement de chaque séance, plus les slides en format PDF, que vous pouvez les utiliser pour réviser pour l'examen. Mais c'est très important que vous ayez tout le temps une feuille avec un bic à côté pour prendre des notes également. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre tout sur papier. Sur papier, je vais mettre, dans les slides, je vais mettre les choses les plus importantes et je vais essayer de parler la partie plus pratique et de manière un peu plus ludique
il faut que vous preniez ces 8 heures de cours comme vos mères ou vos grands-mères quand vous étiez petits. Ils vous racontaient des histoires. C'est exactement ce que je vais essayer de faire, de vous présenter le métier des compliance officers. Et je dis bien le métier du compliance officer d'une manière la plus facile et la plus ludique possible. Un compliance officer, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait environ 15 ans que ce métier il a été imposé par la réglementation globale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le blanchiment d'argent, c'est un phénomène qui est fait à grande escale. Et bien évidemment, tous les gouvernements se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'argent noir. C'est pour ça qu'on parle de blanchiment. Ça veut dire qu'il faut blanchir de l'argent qui est noir. Ces organisations, ici, je vous ai fait comme une pyramide. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a les organisations des Nations Unies, c'est une organisation qui agit de manière globale. Par après, on a Gafi, que normalement, c'est une organisation qui est faite, qui a le siège en Europe, mais ils ont signé des traités avec des organisations qui sont assimilées à ces pouvoirs de Gafi, avec par exemple les pays sur chaque continent, les pays d'Afrique, les pays arabes, les pays d'Asie et tous les autres continents. On a des organisations intercontinentales qui se projettent sur certaines pratiques, mais pas de manière globale. On a les directives de l'Union européenne, étant donné que ce cours, c'est pour vous apprendre et pour vous préparer à devenir des compliance officers, spécialement dans les pays d'Europe. Je dois souligner le fait que la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, il est beaucoup plus développé et traité dans les pays d'Europe que dans des autres pays. OK? C'est vrai que les États-Unis, ils essayent à imposer des règles et des procédures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais ce n'est pas que je veux mettre en avant l'Union européenne, mais l'Union européenne est celle qui agit de manière plus rapide sur toutes les nouvelles tactiques des blanchisseurs d'argent ou dans le moment quand vous entendez à la télé qu'il y a des attaques terroristes à gauche, à droite et tout ça, l'Union européenne, elle agit de manière très réactive et très rapide et elle émet des directives européennes ou des règlements européens avec des sanctions pour les pays ou pour des personnes, pour individus, personnes physiques. Et par après, on a les lois et les règlements nationaux. Au Luxembourg, on a énormément, mais il y a une loi que vous devez retenir. C'est la loi de 12 novembre 2004. Ça, c'est la Bible de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme au Luxembourg. Chaque pays de l'Union européenne a une telle loi. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne connais pas les lois des autres pays, mais si vous allez sur Google, que Google doit être votre meilleur ami. Le Google.com, Google.lu, Google.fr, c'est le meilleur ami du compliance officer. On va voir par après, le Google parfois peut vous aider énormément à mieux connaître tant des réglementations internationales, tant que connaître mieux
les clients de la société dans laquelle vous travaillez. OK? Vous allez trouver dans les slides, je vous ai expliqué dans quelques mots chaque organisation, qu'est-ce qu'elle fait et où elle est assise. Pour ceux qui font ou veulent travailler dans des pays européens, et alors ça veut dire que ce sont des pays qui seront soumis à la réglementation européenne et doivent répondre aux recommandations du GAFI. Ça, c'est très important à savoir que GAFI a émis 40 plus 9 recommandations. J'insiste sur ça. Normalement, ça, c'est un point que je le donne à l'examen aussi parce que c'est une information très importante. Et quand vous allez passer des entretiens pour des postes des compliance officers, c'est très important de savoir que chaque pays d'Europe a l'obligation de respecter les 40 plus 9 recommandations. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a, pourquoi on dit 40 plus 9? Parce que 40 recommandations sont relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et les 9 recommandations ont été ajoutées par après pour lutter contre le financement du terrorisme. C'est très important à savoir aussi que GAFI, comme c'est une organisation internationale, elle évalue chaque pays pour voir si ces 40 plus 9 recommandations sont respectées par le pays, pas par les sociétés qui sont dans le pays. Parce que pour appliquer ces recommandations, c'est le gouvernement, chaque gouvernement de chaque pays a l'obligation de les implémenter dans les lois nationaux. C'est pour ça que Luxembourg fait l'objet d'un contrôle du GAFI dans novembre, vers mi-novembre. GAFI sera au Luxembourg pour environ 3 semaines afin d'évaluer le respect de ces recommandations par le Luxembourg. Ici, je ne vais pas lire ces slides. Comme je vous ai dit, je vous ai fait un très bref explication de chaque organisation. Ça, je vous dis, sont des informations qu'il faut que vous les sachiez parce qu'un jour, quand vous allez devenir, vous allez être un compliance officer et vous allez devoir donner des formations AML. Vous devez tout d'abord, pour ceux qui sont, pour les juniors, par exemple, quand vous allez travailler dans une société et vous avez de nouveaux comptables ou de nouveaux juristes qui viennent de démarrer dans leur carrière, il faudra les donner des formations AML et il faudra les initier dans la matière et de les expliquer comme moi je fais maintenant A plus B, pourquoi on parle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. OK? Je vous ai écrit les lois qui s'appliquent au Luxembourg, mais je répète encore une fois, ça se peut aussi que c'est une des questions qui vont passer à l'examen parce que ça, c'est très important. La Bible concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Luxembourg, c'est la loi du 12 novembre 2004. OK, ça c'est très, très important. Les autres lois sont importantes aussi, mais ça, vous pouvez les apprendre au fur et à mesure. Ça dépend dans quelle société vous travaillez. Il y a également plein de règlements grand-ducaux au Luxembourg. Luxembourg, c'est un petit pays, OK? Les règlements grand-ducaux, l'avantage de ces règlements grand-ducaux, c'est que sont d'application tout de suite et ils peuvent
ajouter ou changer quelque chose dans la loi je vais toujours parler de la Bible AML de Luxembourg. Il y a bien évidemment chaque autorité de régulation au Luxembourg, comme la CSSF, ils émettent des circulaires. Par exemple, au Luxembourg, les banques, les PSF, les professionnels du secteur financier ou les sociétés de gestion des fonds, les sociétés qui gèrent les fonds, doivent être agréées par la CSSF. La CSSF, c'est une autorité de ordre public qui dépend du ministère des Finances et ministère de la Justice. La CSSF au Luxembourg a un pouvoir énorme et la CSSF, depuis quelques années, il ne se gêne pas de donner, d'infliger des amendes. Et parfois, si vous allez sur Google et vous tapez le nom des plus grandes banques de Luxembourg, vous allez voir qu'il y a la plupart des banques au Luxembourg, ils ont reçu des amendes considérables, parfois des dizaines de millions d'euros, parce qu'ils n'ont pas respecté la Bible AML. CSSF, comme GAFI, ils vont contrôler chaque année les sociétés, les banques, tout le monde. Et s'ils remarquent qu'il y a des manquements considérables dans la matière, ils ne se gênent pas. Et comme je vous ai dit, les amendes peuvent être très, très, très grandes. Au niveau de l'Union européenne, à ce jour, retenez, il y a 6 directives européennes concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Okay? Les plus importantes sont les 4e et les 5e. On a 6, il y a la 6e qui vient de sortir, mais elle n'a pas changé grand-chose, elle a seulement ajusté quelques termes, elle a clarifié quelques points, mais les plus importantes qui ont apporté un changement énorme, c'est la 4e directive qui a imposé à tous les pays de l'Union européenne d'identifier tous les bénéficiaires économiques qui détiennent au moins 25% dans une société et d'instituer le registre des bénéficiaires économiques. C'est pour ça que dans la plupart des États de l'Union européenne, le registre des bénéficiaires économiques, il est public. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a voulu que les pays d'Europe évitent de devenir des paradis fiscaux et que tout le monde qui a une structure, n'importe dans quel pays, il doit être identifié. Alors, ça veut dire qu'on arrête avec des sociétés où on met des personnes de paille. Par exemple, Janvier, il a une fortune de 50 millions d'euros, mais parce qu'il ne veut pas apparaître et que les administrations fiscales de Belgique savent que lui, il a une société au Luxembourg dans laquelle il a 50 millions, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va me mettre moi-même comme actionnaire de sa société. On fait un contrat entre nous, bien évidemment, parce que si moi je suis actionnaire de sa société, je peux faire tout ce que je veux avec ces 50 millions. Mais bien évidemment que Janvier, il veut se protéger pour ne pas perdre ces 50 millions, pas que moi je prends ces 50 millions, je fais ce que je veux avec. Ça veut dire qu'on fait entre nous un contrat fiduciaire dans lequel lui, il me mandate de gérer ces 50 millions, que moi, je suis celle qui apparaît devant les administrations fiscales au Luxembourg parce que je suis résidente au Luxembourg et comme ça, lui,
il est caché en quelque sorte et il ne paie pas des impôts dans son pays d'origine. Maintenant, c'est plus possible parce qu'au Luxembourg, le registre des bénéficiaires économiques, il est tout à fait libre. Tout le monde a accès à regarder qui se trouve derrière chaque société. Le blanchiment d'argent, on parle, je suppose que parfois vous avez entendu la télé si vous avez les chaînes publiques. Le blanchiment d'argent, il n'est pas apparu il y a 15 ans quand tous les organismes internationaux ils ont commencé à se saisir et commencé à émettre des lois, des règlements et tout ça. Le blanchiment d'argent, il a ses racines dans 1928. Et pourquoi on lui dit que c'est le terme de blanchiment d'argent, il est resté parce que en fait, tout le monde, je suppose, connaît Al Capone et je suppose qu'il y en a... on ne t'entend plus. Vous m'entendez? Oui, parce on ne t'entend pas bien. Oui, parce que je n'ai pas un très bon Internet. Maintenant, ça va? Plus ou moins. Si tu peux répéter ce que tu as dit avant. OK. C'est bon? Oui. OK. Et alors, c'est pour ça que on parle du blanchiment parce que tu as commencé avec Al Capone qui, afin de blanchir son argent noir qu'il faisait avec le trafic de drogue, le trafic de personnes et avec l'argent noir des casinos et tout ça, il a acheté des blanchisseries afin de... En fait, les blanchisseries, vous imaginez, il ne faisait pas de profit, mais lui, tout l'argent noir qu'il le faisait avec toutes ces affaires illégales, il les mettait dans les bilans. Pour les comptables, ça peut parler plus. Alors, tout l'argent là qui venait de ces affaires illégales, il le mettait comme si c'était de l'argent qui était produit par ces blanchisseries. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce terme blanchiment d'argent et pas autrement. Quand on parle de blanchiment d'argent, le fait qu'on a... Ici, j'ai mis une machine à laver où on met l'argent dedans et on le sort et il sort propre. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des techniques qui, au fur du temps, les techniques deviennent beaucoup plus compliquées que, bien évidemment, quand les gouvernements ils émettent des réglementations, des lois pour stopper les affaires illégaux et d'introduire dans le système financier de l'argent noir, bien évidemment que les infractionnaires, ceux qui font des infractions, ils essaient de trouver des autres techniques pour échapper devant la loi. Et c'est pour ça qu'on parle de... Ici, je vous ai mis exactement les définitions très théorique. Désolée, je dois faire quelque chose parce que je ne dois pas vous voir. OK? On parle tout le temps. On doit avoir une activité illégale, une activité criminelle. Quand on parle d'une activité criminelle, je vous donne un exemple. Ça veut dire qu'on a mon père, par exemple, il a une assurance vie qui vaut 40 millions d'euros. Mais cette assurance vie, moi, ma mère, mon frère, mes soeurs et tout ça, on peut les encaisser, on peut avoir le bénéfice de cela seulement quand mon père il va décéder. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, avec mes frères et sœurs, on met un plan en action pour que notre père
il décède, mais de manière pas que tout le monde soit qu'il a été tué, afin que nous, on puisse avoir les 40 millions. On peut avoir des activités, par exemple, OK, le trafic de drogue, ça c'est quelque chose que tout le monde est assez usuel, mais le trafic de personnes, le trafic de produits, par exemple, il y a des pays où le tabac il coûte moins cher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes, ils vont aller dans ces pays-là où le tabac, les cigarettes coûtent 30% du prix qui coûte en Belgique ou en France. Et par après, ils vont les vendre. Ils vont mettre, au lieu de, par exemple, en Turquie, les cigarettes coûtent 2,50 € le paquet. Le même paquet en Belgique, il coûte 7 €. Ils vont aller en Turquie, ils vont acheter des centaines de paquets de cigarettes, ils vont aller en Belgique, au lieu de les vendre à 7 € le prix qui est sur le marché, 8 € sur le marché belge, ils vont les vendre à 4,50 € ou 5 €. Et comme ça, ils font 100% de bénéfices, mais le bénéfice qu'il est, en fait, il est généré par une activité illégale. Et eux, quand on vend un paquet de cigarettes, bien évidemment on reçoit le cash. Et ce cash-là, on doit par après le mettre dans le système financier normal. Parce que ces gens, OK, ils vont payer le cash quand ils vont aller en Turquie, mais ils vont avoir tout le temps le bénéfice qui va le rester. Eux, ils doivent l'utiliser, ils veulent s'acheter des maisons, ils veulent s'acheter des voitures et tout ça. Et ça, ces actions-ci, ça, c'est la partie de blanchiment d'argent. Anka, on t'a perdu. Anka, on t'a perdu encore une fois. Oui, je vois. Maintenant, ça va? Tu m'entends? Anka, on t'a perdu si tu nous entends. Non. Estás conectado. Ça va? Parce que moi, je vous entends. Oui, mais nous, on ne t'a pas bien. En fait, si tu peux répéter ce que tu as dit avant. Okay. Ici, comme vous allez voir, en volume, combien d'argent on blanchit chaque année. C'est énorme. Vous voyez, c'est 2129 milliards d'euros. Ça, c'est une somme énorme que nous, les personnes normaux, on ne peut pas s'imaginer cette somme. Ça veut dire que, vous imaginez, ça, c'est une partie qui, les personnes qui font du trafic ou qui font des infractions, ils arrivent à blanchir. Mais vous imaginez la somme des affaires, le montant d'argent qui est généré par des affaires et des actions illégaux, il est énorme parce que ça, c'est seulement la somme qui a été découverte par les autorités. Et il y a bien évidemment, il y a un autre très grand montant qui n'est pas découvert par les autorités et bien évidemment que personne ne peut savoir exactement le montant qu'il faut. Quand on parle de blanchiment d'argent, on a 3 phases. Bien évidemment, on a la phase quand on place. Ça, c'est une phase très importante. Et dans la plupart des cas, malheureusement, si les personnes qui font des affaires illégaux, ils arrivent à passer de la première phase, la deuxième et la troisième phase, c'est très facile. Parce que c'est la phase, elle est très vulnérable. C'est pour ça que
toute la réglementation et la Bible AML essaie d'éviter, d'arrêter cette phase. Parce que une fois, si on n'est pas attentif et le criminel, il est arrivé à passer de la première phase, la deuxième et la troisième phase, elle est beaucoup plus difficile à détecter. C'est une phase très vulnérable pour le criminel parce qu'il doit avoir le tact et il doit avoir une technique bien mise en place pour passer ces phases. La deuxième phase, c'est, disons, la phase d'empilement. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Il y a celui qui fait le trafic de drogue. Je vous donne des exemples très simples afin que vous compreniez mieux. Celui qui fait le trafic de drogue, ok, il fait du bénéfice environ 500 000 euros. Il ne peut pas aller à la banque avec 500 000 euros en cash pour les déposer parce que maintenant, avec la réglementation en vigueur, tout dépôt de cash et tout retrait de cash de plus de 10 000 euros, il doit être expliqué et il doit y avoir la documentation qui est à l'appui de ce montant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les 500 000 euros, il va essayer de trouver 2 personnes de paille. Ça veut dire que il va trouver un papy qui a 70 ans, qui a une petite retraite, et il va lui dire, écoute, tu ne veux pas aller te déposer sur ton compte bancaire 8 000 euros? Anka, est-ce que tu peux lire les messages que les gens ont écrits? Je pense que... Vous m'entendez? Je pense qu'il y a des problèmes de... Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit... Manuela, est-ce que tu entends? Mais non, c'était au début que je n'entendais pas, mais ça va, j'entends. Ah, ça va alors, merci. Je suis vraiment désolée, mais j'ai eu... alors, la deuxième phase, on disait le papy va prendre les 8 000 euros et il va aller les mettre sur son compte. Le papy, il a 70 ans, il va aller à sa banque. Bien évidemment que la banque, normalement, elle lui dit, mais de où vous avez eu les 8 000 euros? Il va dire, j'ai vendu une vieille voiture ou j'ai vendu, je ne sais pas, quelques meubles et j'ai eu la personne qui les a achetés m'a donné l'argent en cash. À la banque, ils vont prendre les 8 000 euros. Le papy, il va attendre 2 ou 3 semaines et il va faire un transfert à la personne qui lui a donné le cash. Mais au lieu de lui transférer 8 000, il va lui transférer 7 000 parce que normalement, c'est ce type de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que c'est personne qui va prendre le risque de faire quelque chose comme ça. Le papy, quand il va savoir qu'il va rester avec 1 000 euros, lui, il va le faire. Il va faire un transfert de 7 000 euros à la personne qui lui a donné le cash. Et comme ça, la personne-là, dans sa banque, va lui dire que, OK, le papy lui a transféré 7 000 euros. Il va mettre comme communication dans le transfert cadeau pour ce cadeau anniversaire de la part de papy ou achat de je ne sais pas quel bien. Et pour la banque, ça va passer très vite parce que le montant ne dépasse pas 10 000. Ça dépend bien évidemment des banques aussi. Il y a des banques qui sont un peu plus strictes, qui vérifient tous les transferts à partir de 5 000, pas à partir de 10 000. Alors, c'est possible. Ou sinon, on place l'argent, la même personne, elle a plusieurs comptes bancaires. Allô, Anka? Tu m'entends? Est-ce qu'on l'entend encore? Je pense que... Oui, je suis là. Alors, ou sinon,
Anka, je suis désolé, mais on t'avait perdu. Oui, je sais. Maintenant, vous m'entendez? Posso ouvrir la primo arrêt? Anka, je pense que, désolé, mais... J'essaie de m'arrêter, je suis sur l'autoroute. J'essaie de m'arrêter à la premier truc, mais on est quelque part sur l'autoroute en Allemagne et c'est pas évident de trouver une... mais on essaie de s'arrêter, peut-être la connexion Internet elle est meilleure. Maintenant, vous m'entendez bien? Hello everybody. Parce que chez moi, sincèrement, chez moi, sur mon PC, tout va bien, je vous entends et je vois que j'ai la connexion. Mais on ne t'entend pas bien, en fait. Je pense que ça serait bien, peut-être, qu'on reprendra peut-être ce cours pour la fois prochaine, parce que comme la connexion n'est pas top, on essaie de couper le maximum jusqu'à 20h, jusqu'au cours de Peter. Et puis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Maintenant, tu m'entends comment? Là, ça va bien. OK, oui, parce que maintenant, on va s'arrêter. On va s'arrêter et c'est pour ça. Alors, comme je vous ai dit, on place l'argent. Par après, la phase de milieu, elle est normalement assez simple. Et la phase de milieu, ça permet de commencer à investir l'argent pour le transformer dans l'argent blanc. Comme ça, ceux qui ont fait l'argent noir, ils peuvent apparaître devant toutes les organisations et toutes les institutions financières comme étant de businessmen, businesswomen ou que sais-je. OK? Et bien évidemment, on a la dernière phase quand il prend l'avantage de l'argent et ils arrivent à s'acheter des maisons, des millions, des dizaines de millions et tout le monde les traite comme des personnes très légitimes, des personnes très bien, qui ont travaillé très dur pour avoir leurs millions, mais en fait, tout l'argent qu'ils disposent, il y a seulement de l'argent noir. C'est ça que vous devez comprendre. Je vous ai fait plusieurs slides plus ou moins ludiques afin que vous les compreniez, mais retenez une chose, le placement, c'est le plus dur et c'est là-bas où notre travail de compliance officer, il doit agir. C'est là-bas où on doit faire le mieux pour arrêter de placer l'argent parce qu'une fois l'argent placé dans le système financier, pour le retracer et pour empêcher par après, c'est plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais notre travail, c'est pour ça que les compliance officers, le métier de compliance officer a été fait pour arrêter les infractionnaires de placer l'argent noir dans le système financier. Ici, je vous ai fait plusieurs dessins pour essayer de mieux comprendre tout le système. Ça, fur et à mesure. Je ne sais pas si tu vois les mêmes slides que nous. Parce que nous, on est encore sur le slide de comment on appelle ça? La phase de placement. Non, moi, je suis les 3 étapes de blanchiment des capitaux. Je ne sais pas ce que les autres voient, mais moi, je vois seulement le slide où... Ah oui, voilà. OK. Vous voyez? Alors, vous allez voir, il y a plusieurs slides plus ou moins ludiques qui essaient de vous expliquer tout ce système, mais retenez une chose, votre métier est de détecter spécialement pour arrêter du début et bien évidemment, ça ne veut pas dire que
si vous avez un client qui a un compte bancaire avec 20 millions d'euros, vous devez dire, ah, mais de toute façon, il a l'argent dans une banque, la banque, elle a fait son devoir et à moi, ça ne m'intéresse pas de où il a eu les 20 millions d'euros. Non, ça ne marche pas comme ça. N'importe qui est votre client. S'il a un compte bancaire ou il n'a pas un compte bancaire, n'importe du pays où il a le compte bancaire, votre devoir est toujours à savoir de où il a l'argent et avoir toutes les preuves là. On va voir dans les séances futures qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire afin de les découvrir et les démasquer. Et croyez-moi, dans 14 ans d'expérience, j'ai eu des cas où j'ai rencontré des personnes, des dossiers où les personnes qui étaient dedans utilisaient les sociétés ou les structures pour blanchir l'argent. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Je vous promets qu'à partir de la semaine prochaine, ça ne va pas arriver. On va vous partager la séance. Janvier, si tu veux bien prendre la main. Je ne sais pas si ça fonctionne avec l'enregistrement. Ou je l'arrête et je te l'envoie à toi et tu fais un autre enregistrement de la séance de Peter. Attendez, je vais voir si je dois reprendre. Je ne sais plus comment on reprend la main. Ok, voilà. Je crois que j'ai repris la main. Ok. Il est quelle heure? Donc, de toute façon, il reste 10 minutes, donc on attend peut-être. Si tu as encore des choses, peut-être que les gens ont des questions à poser. Désolée parce que moi, j'ai regardé la montre chez moi et la montre chez moi, c'était 20 heures. C'est pour ça que... Alors, si tu veux bien mettre encore la formation ou tu me donnes la main, je ne sais pas comment tu veux. Oui, je te redonne la main. OK. Ah bon. Parce que être un compliance officer, c'est vraiment très, très... Et on a un très grand challenge, mais c'est un métier qu'on doit tout le temps apprendre et s'adapter à toutes les nouveautés. Ce n'est pas toujours, par exemple, moi, quand j'ai commencé en 2008 ce métier, la réglementation et les pratiques qui étaient à ce moment-là, sincèrement, c'était très simple. Avec le temps, on doit s'adapter, on doit savoir et on doit se mettre dans la tête de celui qui veut blanchir d'argent. Il faut s'imaginer qu'est-ce qu'on ferait si on a de l'argent sale, comment on agirait si on le fait. Il y a plusieurs moyens. Bien évidemment, pour les comptables, ça peut parler plus parce qu'on peut utiliser des factures, on peut utiliser des chèques qui sont pas des vrais. On peut aller, par exemple, à la banque avec une fausse facture et on dit qu'on doit la payer, mais en fait, la société et toutes les données qui sont sur la facture sont tout à fait fausses. On peut créer des contrats de prêt qui, en fait, entre deux sociétés qui n'ont rien à voir. Vous voyez ici, on a un cas, on a une société X qui produit des chaussures, une société qui elle produit vraiment des chaussures, ok? Alors, on a la société Y qui est l'importeur des chaussures. Les deux sociétés, ils font un faux contrat avec un embarquement fictif de la marchandise. Ça veut dire que la société Y, elle dit qu'elle va acheter des chaussures de la société X, mais en fait,
elle n'achète pas les chaussures seulement pour avoir le faux contrat. La société Y, elle va aller à la banque pour dire que bah, j'ai besoin d'un prêt de 200 000 euros parce que je vais acheter des chaussures pour 500 000. OK? Et je n'ai pas les 500 000, j'ai seulement 300 000. La banque, elle va lui donner les 200 000 parce qu'elle se dit, OK, il y a un contrat d'achat, il a déjà les 300 000, je lui donne 200 000. Et par après, lui, la banque de l'acheteur envoie à la banque du vendeur les 500 000. Et comme ça, lui, en fait, il y a le transfert des biens, il n'est pas fait parce que, mettez-vous dans la tête, le contrat, il était faux. Tout a été fait seulement pour mettre l'argent sale dans le système bancaire. Parce que l'argent sale, on le met comment? Maintenant, pour payer tout. Même vous, je ne sais pas combien d'entre vous utilisent encore beaucoup de cash. Tous, on utilise les cartes. OK? Alors, tout ça doit passer par la banque. Même quand on va aller acheter une voiture, et il faut que vous sachiez ça aussi, maintenant, avec la 4e directive, même les garagistes, même les sociétés qui vendent des voitures, ils doivent identifier qui et de où il a eu l'argent. Maintenant, quand vous allez acheter une voiture et vous dites que vous voulez acheter la voiture avec de l'argent parce que vous avez l'argent sur votre compte bancaire, bah, le garagiste, la société qui vous vend la voiture, a l'obligation légale de vous demander et que vous lui prouviez de où vous avez eu, disons, les 25 000 euros pour acheter la voiture. Ou éventuellement, ils vont vous demander une lettre de votre banque, de la part de votre banque, qui dit dans la lettre que, OK, Monsieur Janvier, il est notre client depuis autant d'années et tous ses revenus et tout son argent qui est sur son compte, c'est ses comptes, je ne sais pas moi, le compte à vue, son compte épargne, c'est tout ça, il est provenu de ses activités professionnelles depuis dans les derniers 15 années, par exemple. Comme ça, le garagiste, il a une preuve et une assurance que les 25 000 que Janvier a payé pour la voiture, ça ne provient pas de l'argent sale. Et ici, quand on parle de blanchiment d'argent, on ne parle pas seulement des millions. Et vous allez voir, quand vous allez travailler dans le secteur, vous ne devez pas faire attention seulement pour les grandes structures. Je vais vous montrer dans moi, Peter, on va vous montrer des organigrammes, des structures que les clients potentiels peuvent utiliser. Et vous allez voir, parfois, il n'y a même pas de transfert d'argent. Il y a seulement des biens ou des produits, mais ces biens ou ces produits ont été achetés dans un moment donné avec de l'argent. Alors, ça veut dire qu'on doit savoir, vous devez demander et avoir toutes les preuves comment les biens, les maisons ou les villas ou les châteaux ou je ne sais pas moi, les bateaux de complaisance qui coûtent au moins 6-7 millions d'euros ou des terrains de dizaines d'hectares dans des pays où les terrains sont très chers. Au début, ils les ont achetés avec quoi? Même si sont déjà achetés, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vérifier et savoir, OK, mais même si tu as acheté le terrain il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, tu as eu l'argent de où? Tu as fait comment? Peut-être c'est un peu stupide, je dois le dire, même si vous avez un client qui travaille avec 5
institutions financières. On a, je vous donne un exemple. Le même client, il est client à la banque. Le même client, il est client dans une fiduciaire qui gère sa société. Le même client, il est le client d'un petit comptable qui fait sa déclaration fiscale personne physique. Le même client, il peut avoir un compte dans une société de gestion. Et le même client, étant donné qu'il a une société par action, il peut être client d'une autre fiduciaire qui fait la fonction de commissaire au compte. Il y a 5 intervenants pour la même personne. Les 5 personnes ont les mêmes obligations et les 5 doivent savoir qui est le client, de où il a eu l'argent, prouvé par des documents et par des informations trouvées sur des sources publiques ou sur des sources. Il y a aussi des sites où on peut trouver des situations financières ou des informations sur des personnes physiques ou des personnes morales où on doit payer des abonnements. Ce sont 5 personnes, 5 institutions financières ou moins financiers qui font le même travail. Moi, j'espère, comme un ancien compliance officer, j'espère que dans un moment donné, quelqu'un va se rendre compte qu'il y a énormément de travail et que si, par exemple, le même client, il est client à la banque et la même personne, elle devient client des autres 5 institutions financières, que le dossier que le client il a fait pour la banque, il peut être partagé avec les autres institutions afin de faciliter le travail de tout le monde. Et parfois, ça devient très lourd pour les clients même. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettez dans la tête que vous allez avoir seulement des clients qui font du blanchiment d'argent. Non, vous allez avoir des clients qui sont tout à fait honnêtes comme vous et moi, qui ont une activité professionnelle, qui peut-être ils ont eu la chance d'hériter, je ne sais pas moi, 10, 15, 50 millions d'euros et ils vont investir cet argent. Alors, l'argent, il est obtenu de manière licite. OK? Mais les obligations, même si vous savez que la personne qui est devant vous ou qui est client dans votre société, c'est une personne très, très honnête qui a travaillé toute sa vie pour faire sa fortune, des choses comme ça. Votre dossier, vous devez le documenter de A à Z. OK? Je ne sais pas si Peter il est déjà là, mais Janvier, tu peux déjà prendre la main. Oui, Peter est déjà là. Peter, are you there? Yes. Hello, Peter. Hello. Hello. Wish you a very nice evening. Thank you, Anka. Thank you very much. Encore une fois, désolé pour les problèmes techniques. On se voit mercredi prochain et je vous promets qu'il n'y aura aucun souci. Une très belle soirée et je vous laisse à la compagnie de Peter. Have a nice evening, everybody. Have a nice evening, Anka. Bye.